Gilda Radner. Salut, ici Dana Carvey. Sherry O'Teary. Bill Hader. Taron Killam. Jason Sudeikis. Kristen Wiig. Cecily Strong. Je suis Andy Samberg. Quel que soit ton talent ou ton potentiel iconique, il faut d'abord auditionner pour rejoindre la troupe de Saturday Night Live. Voici quelques idées que je voudrais réaliser à Saturday Night Live. Même si décrocher une place dans l'émission de sketch comique la plus emblématique est difficile, peu de gens réalisent à quel point le processus est gênant et tendu. Je ne suis pas sûre. Je suis Amy Poehler et je viens parler de ce que je connais bien. Je suis très nerveuse. Donc, que vous soyez simplement curieux de savoir, ou que vous pensiez que votre destin se trouve sur la scène du studio 8H, vous devriez peut-être prêter attention. J'étais tellement nerveuse. Tellement nerveux. Lors de ma première audition, j'ai vomi. Saturday Night Live a débuté sur NBC en 1975 et a rapidement fait des icônes de ses membres d'origine, parmi lesquels Chevy Chase, John Belushi et Gilda Radner. En direct de New York, c'est Saturday Night. Durant les 5 premières saisons de SNL, leur visage et personnalité définirent largement l'émission. En fait, même si cela semble étrange aujourd'hui, à l'époque, il n'était pas du tout certain que SNL pourrait continuer une fois que la distribution originale serait partie. Le monde allait le découvrir après la 5e saison, lorsque les derniers membres des Not Ready for Primetime Players et le producteur exécutif Lorne Michaels sont partis. Si vous avez vu notre vidéo sur la saison ratée qui a failli annuler Saturday Night Live, vous savez que cela s'est mal passé. Et sachez aussi qu'en 1986, Lorne Michaels est revenu et a reconstruit la distribution pratiquement à partir de zéro. Cette qualité a permis à l'émission de rester fraîche et de servir de tremplin à de nombreux comédiens emblématiques des 50 dernières années. SNL a lancé des stars de cinéma comme Bill Murray et Will Ferrell, des vedettes TV comme Amy Poehler et Bill Hader, ainsi que des animateurs de late night tels que Jimmy Fallon et Seth Meyers. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, à un moment ou à un autre, à peu près tout le monde dans le milieu de la comédie rêve de travailler sur cette émission. Mais pour cela, il faut passer une audition, donc être invité, ce qui implique d'attirer leur attention, ce qui n'est pas facile. Plusieurs moyens permettent d'attirer l'attention des producteurs de Saturday Night Live, notamment via un chasseur de talent de l'émission, selon Marcy Klein, ancienne chasseuse de talent de la série. J'ai appris à connaître les humoristes de stand-up et à aller dans les clubs de comédie. J'étais dans le milieu. Mais la concurrence ne concerne pas que les humoristes de stand-up. Les troupes d'improvisation comique comme les Groundlings ont aussi servi de tremplin pour rejoindre la distribution de SNL. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir d'une recommandation de célébrité. Lorraine disait « Faisons venir des gens recommandés par la distribution et les scénaristes ». Andy Samberg a rejoint grâce à la recommandation de Jimmy Fallon. George Wendt m'a appelé au sujet de Jason Sudeikis. Au final, je pense que c'est grâce à Tina que j'ai eu ce travail. Les invitations sont généralement envoyées avant le début d'une nouvelle saison. Mais si les producteurs pensent qu'il manque quelque chose à l'émission, ils peuvent aussi en chercher pendant la saison. Kate McKinnon, par exemple, a été invitée à auditionner tard dans la 38e saison. Mais peu importe le moment, le processus reste similaire. Les auditions ont lieu au siège de NBC, au 30 Rockefeller Plaza à New York. Et quand vous arrivez, on vous conduit dans une loge où vous pouvez vous préparer. Cette loge est à portée de voix de la scène. Si cela vous semble intimidant, eh bien, ça l'est. Ils vous mettent dans les loges et je pouvais les entendre, leurs auditions, et je me disais « Oh merde, tu sais », et ils étaient vraiment bons. Ensuite, quand ils sont prêts, on vous envoie sur le plateau réel, identique à celui vu à la télévision depuis des décennies. Et puis on a tourné au coin et j'ai vu le plateau et j'étais juste là, genre putain de merde. Mais contrairement à la télévision, l'émission ne sera pas remplie d'un public en direct venu pour rire et profiter du spectacle. Au contraire, il y a généralement seulement 2 ou 3 personnes qui vous regardent. L'un de ces spectateurs est presque toujours le patron de SNL, Lorne Michaels. Mais lors des auditions, vous ignorez exactement qui vous observe, car le public reste totalement dans l'obscurité. Cela signifie que la personne qui auditionne ne peut pas voir les juges du tout, et n'a absolument aucun moyen de savoir comment elle s'en sort en lisant leurs expressions ou leur langage corporel. Ces juges sont connus pour leur silence lors des auditions. Même s'ils vous trouvent drôle, il est probable que vous n'entendiez aucun rire de leur part. Je me souviens avoir commencé un personnage et le public ne riait pas. C'était le silence total. Et je me suis dit « Oh mon Dieu, je suis en train de me planter ». Néanmoins, il faut y aller et tout donner. Une audition typique ne dure que 5 minutes. Et pendant ce temps, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Cela inclut faire des imitations, interpréter des personnages originaux ou même présenter un sketch de stand-up. Mais quoi que vous fassiez, si vous voulez intégrer l'émission, il faut être drôle. Évidemment, il n'y a pas de formule pour y parvenir, mais selon ceux qui ont déjà participé au processus. Ce qui fonctionne bien dans notre émission, c'est quelqu'un qui est vraiment drôle, d'une manière que vous n'avez jamais vue, ou que vous avez déjà vue, mais qui l'a fait différemment.
Quand vous le voyez, vous savez. Si vous réussissez, vous pourriez être invité à rejoindre la troupe et certains de vos sketchs d'audition pourraient même être diffusés. Will Ferrell a présenté une première version de son célèbre sketch « Descends de la cabane » lors de son audition. Qui veut un hamburger? Ils sont presque près d'ici, descends de la foutue cabane. Ça a tellement bien marché que c'est devenu son premier sketch lors de sa première prestation. Je vais te mettre un coup de poing dans la figure si tu ne descends pas de la cabane. Bon sang, descends de la cabane. Kristen Wiig a aussi auditionné avec plusieurs personnages originaux, tous ensuite utilisés dans l'émission. En ce moment, nous faisons une promotion sur toutes nos caméras Hell-A-Day. Mon Dieu, j'espère que quelqu'un va arriver bientôt pour que je puisse dire bienvenue chez Target. Je veux juste dire bienvenue chez Target à quelqu'un, bienvenue chez Target. Bien sûr, tout le monde ne réussit pas aussi bien. Certains des artistes comiques les plus talentueux de l'histoire n'ont même jamais dépassé l'audition. C'est un rappel de la difficulté du processus, mais aussi la preuve que ne pas être choisi par les juges de SNL ne signifie pas la fin de votre carrière. Ceux qui échouent peuvent même être invités à repasser une audition. Par exemple, l'actuel superstar de SNL, Bowen Yang, a dû auditionner 4 fois avant d'être retenu. Lors de mon 4e essai à l'écran, je me suis dit « Je l'ai fait assez de fois maintenant, je ne pense plus être nerveux ». À la 4e fois, je me suis juste dit « Oh, c'est juste une journée de plus au bureau ». De nombreux candidats pleins d'espoir ont d'abord reçu des offres de poste de scénaristes plutôt que d'interprètes. Ces scénaristes pourraient un jour passer du côté des interprètes, comme ce fut le cas pour Jason Sudeikis. Et si vous avez vu notre vidéo sur la façon dont Tim Robinson a rebondi après SNL, vous savez déjà que, dans de très rares cas, l'inverse peut également se produire. Je n'arrive pas à y croire. Vous faites une grosse erreur, vous êtes nuls, et cette chaîne est une vraie poubelle. Si votre audition leur plaît, cependant, l'étape suivante est une rencontre avec Lorne. Cette rencontre peut être brève et elle peut même se faire par téléphone. Mais c'est important, parce que si vous n'obtenez pas cette rencontre, cela signifie que vous n'êtes pas embauché. Après l'embauche, vous suivrez une orientation et recevrez un bureau, ce qui donnera probablement l'impression de réussite. Admis dans l'un des clubs les plus exclusifs de la comédie, les membres du casting de SNL adoptent souvent l'attitude « nous sommes tous passés par là » concernant l'audition. Seth Meyers a dit « Félicitations ». Vous ne parlerez plus jamais d'autre chose. C'est totalement vrai. Mais en réalité, ce n'est que le début d'un nouveau processus d'audition pendant lequel vous vous battrez pour que votre matériel soit diffusé. Il y a un petit sentiment de « je sais ce que tu traverses et ce que c'est que de devoir se réinventer chaque lundi ». Passer une audition pour Saturday Night Live est une expérience très stressante et à enjeu élevé. Bien sûr, il en va de même pour créer et jouer chaque semaine dans l'émission de sketch humoristique la plus regardée au monde. C'est pourquoi, à notre connaissance, aucune autre émission ne recrute son casting ainsi. Et pourquoi l'audition est une part majeure de l'héritage instauré par Lorne pour l'émission. Sa rigueur fait émerger les plus drôles, expliquant en grande partie le flair unique de Lorne pour le talent comique, contrairement aux autres producteurs télé. Voici mon frère, Dave Tesh. Je ne savais pas que tu avais un frère. Oh oui, il savait qu'il n'est pas juste mon frère, c'est aussi le génie de la famille. Pendant ce temps, je rougis. À ses débuts en 1975, Saturday Night Live comptait une troupe audacieuse appelée les comédiens pas prêts pour le prime time. En 5 décennies, la série est restée une plateforme pour de nouvelles voix comiques. Mais de temps en temps, l'émission engage un humoriste qui n'est même pas prêt pour la nuit, encore moins pour le prime time. Aucune raison pour ces huées. C'était sans doute le cas en 2012 lorsque Tim Robinson a fait ses débuts dans l'émission en tant qu'artiste vedette. Ce n'était pas ce qu'il espérait, mais aussi absurde que cela paraisse. Il allait échouer vers la célébrité. Prends celle-ci tout seul, Johnny. Mais et toi? Ne t'inquiète pas pour moi. Ce n'est pas la dernière fois que tu entends parler du vieux Dave Test. Si tu es fan d'humour absurde, alors tu connais sans doute la série à succès de Netflix. Je pense que tu devrais partir avec Tim Robinson. Et si tu n'es pas fan d'humour absurde, tu le reconnaîtras probablement au moins comme la source de ce même internet désormais omniprésent. Diffusée en avril 2019, Je pense que tu devrais partir est une émission de sketch comique reposant sur l'humour gênant et le surréalisme. Proche de séries comme Tim et Eric, Awesome Show, Great Job et The Eric André Show. Comme elle est vite devenue très populaire auprès des fans et critiques, faisant de sa vedette un succès du jour au lendemain. Mais les fans de Saturday Night Live savent déjà que Robinson ne sort pas vraiment de nulle part. Tim Robinson a grandi à Detroit, dans le Michigan, et dans ses environs,
après avoir assisté à une représentation de la troupe de théâtre d'improvisation Second City lorsqu'il était adolescent. Il a suivi des cours d'impro hebdomadaires avant de rejoindre la scène principale de la troupe à Chicago. Chez Second City, Robinson est devenu une figure majeure de l'improvisation à Chicago. En 2011, il obtient un rôle régulier dans la sitcom CBS Friend Me avec Christopher Mintz-Plasse. La série, bien que entièrement commandée, n'a jamais été diffusée suite au décès tragique de son créateur. C'était sans aucun doute un coup dur, mais Robinson était sur le point d'échouer pour mieux rebondir, car une opportunité potentiellement bien plus grande et meilleure l'attendait juste au coin de la rue. Cette opportunité était née car Second City est réputé comme programme de formation officieux pour Saturday Night Live. L'émission de sketch comique a recruté de nombreux membres parmi les participants de ce programme. Robinson a aussi rejoint SNL en 2012. Au cours de cette saison, Robinson apparaîtrait dans quelques sketchs mémorables, comme The Shirt et Roundball Rock. Il a aussi brillamment imité l'ancien coach des Pittsburgh Steelers, Bill Cowher. Mais les différences entre travailler sur scène et à la télévision en direct étaient bien plus grandes qu'il ne l'avait pensé. Dépassé par son rôle, il n'a pas su se démarquer comme interprète et a été retiré de la distribution la saison suivante. Je n'arrive pas à croire ça. Vous faites une grosse erreur. Vous êtes nuls, et cette chaîne est une vraie poubelle. Cependant, il n'a pas été totalement retiré de l'émission. Le producteur Lorne Michaels lui a proposé de finir les 3 dernières années de son contrat comme scénariste à plein temps. Cette décision, rare dans l'histoire de SNL, n'avait eu lieu qu'une fois auparavant, quand Brian Doyle Murray avait quitté la distribution pour devenir scénariste en 1980. Comme on peut l'imaginer, Robinson n'était pas ravi de cette histoire. La première année a été très difficile et a ébranlé ma confiance plus que tout ce que j'ai vécu dans la comédie. Je me sentais perdu. Robinson a tout de même travaillé dur à son nouveau poste, passant 3 saisons dans la salle des scénaristes, une expérience aux avantages inattendus. Puisqu'il n'allait plus interpréter ses sketchs lui-même, il s'est mis à moins s'inquiéter de savoir s'ils allaient échouer ou non. Cela, à son tour, l'a encouragé à être plus créatif dans son écriture. Bien sûr, même si SNL peut parfois basculer dans le bizarre, son humour est généralement écrit pour plaire à un large public. Plusieurs idées de Robinson ont été rejetées, jugées trop absurdes. SNL ne révèle généralement pas les crédits d'écriture pour chaque sketch, donc on ne peut pas dire avec certitude auquel il a contribué. Mais c'est pendant cette période de sa carrière qu'il a appris à canaliser ses impulsions les plus excentriques, dans une forme plus adaptée à la télévision. Il a aussi commencé à développer ses compétences d'interprète à la télévision en apparaissant dans des émissions plus absurdes. Ce n'était sans doute pas ce qu'il imaginait en rejoignant le casting du SNL. Mais Robinson verrait finalement son passage dans l'émission comme un tremplin qui l'a aidé à affiner ses compétences en écriture et production. Avoir chaque semaine cette émission pour te lancer des défis et te pousser à faire rire un public qui connaît toutes les ficelles de la comédie. C'était très amusant et cela m'a donné confiance car je pouvais y aller chaque semaine. Je me suis aussi fait de très bons amis et j'ai adoré être là-bas. C'est dans la salle des scénaristes de SNL qu'il a rencontré Zach Cannon, son futur partenaire d'écriture. Ils se sont immédiatement bien entendus. Parce que, selon Robinson, nous avons tout simplement une sensibilité très similaire. Et nous sommes complètement sur la même longueur d'onde concernant ce que nous trouvons drôle. C'est peut-être pour ça qu'en 2016, après la fin de la saison 41 de SNL et l'expiration du contrat de Robinson, ils se sont lancés dans leur propre émission, créée par le duo avec Sam Richardson et Joe Kelly, et coproduite par Lorne Michaels et la star de SNL, Jason Sudeikis. Detroiters a fait ses débuts sur Comedy Central en février 2017. La série mettait en vedette Robinson et Richardson dans le rôle de 2 meilleurs amis un peu idiots, qui essaient de gérer une petite agence de publicité à Détroit. Elle a été saluée par les critiques pour son équilibre unique entre un humour volontairement idiot et un travail de personnage étonnamment profond. La série a finalement eu assez de succès pour obtenir une 2e saison, mais pas une 3e. Detroiter n'a pas été un énorme succès, mais elle a posé les bases stylistiques de ce qui allait suivre. Arrête, 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 s'il te plaît, laisse-moi passer, s'il te plaît, laisse-moi passer en premier, je fais quelque chose. Je pense que tu devrais partir. La série est produite avec les membres de Lonely Island, Andy Samberg, Akiba Scheffer et Jorma Taccone, que Robinson remercie pour leur aide sur le ton et le rythme comique. Les épisodes d'environ 15 minutes tirent souvent leur rire de personnages obstinés, refusant d'admettre leur tort, ce qui crée des situations toujours plus loufoques. Ce thème a naturellement émergé des sketchs écrits par Robinson et Cannon. Le désormais célèbre personnage de Robinson en costume de hot dog, qui refuse d'admettre qu'il est le propriétaire d'une voiture en forme de hot dog qui s'est écrasée dans un magasin de vêtements, est un exemple parfait des excentriques obstinés et gênants que la série met en scène. Trouvons qui a fait ça et punissons-le nous-mêmes, peut-être en sortant ses fesses nues de son costume pour lui donner une fessée. Peut-être que vous pourriez le faire, monsieur. Ça n'arrivera pas. D'accord. Et vous? Non. Mais il n'est qu'un parmi d'autres.
Parmi eux, un homme abuse de la politique libérale sur les gros mots lors d'une visite de fantôme pour adultes. Un bassiste croit que son chanteur a besoin d'aide pour improviser de nouvelles paroles. Un porte-parole télé tente de sauver sa chaîne menacée par un fournisseur de câbles à cause de la diffusion de centaines de cadavres nus. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien tenté. J'ai attendu longtemps un succès sur ConCon TV. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Chaque personnage est plus étrange et maladroit que le précédent. Et pourtant, ils parviennent tous à conserver une humanité très sympathique et à laquelle on peut s'identifier. Tu dis qu'on a le droit de jurer, moi je dis gros, gras, petit et cheval, et tu t'énerves. Beaucoup de ces personnages sont interprétés par Robinson lui-même, mais la série s'est également révélée être une vitrine idéale pour les invités spéciaux. Parmi les invités remarquables figurent Tim Heidecker, Bob Odenkirk, Cecily Strong et Will Forte, qui s'est illustré en jouant un passager d'avion cherchant à se venger du bébé, désormais adulte, ayant pleuré durant tout son vol des années auparavant. C'est le genre de comédie absurde que Robinson a toujours cherché à créer. En fait, selon l'homme lui-même, au moins certains des sketchs ont été écrits à l'origine pour SNL, mais se sont révélés trop décalés pour la série emblématique. C'était tellement génial que même les choses ratées sur SNL semblaient bien. C'était tellement agréable de pouvoir le ramener et de me dire « D'accord, c'est bon et je vais bien ». Il attribue également le mérite à Netflix, avec qui il avait déjà travaillé sur l'émission de sketch humoristique The Characters en 2016 pour avoir soutenu ses sensibilités étranges de façon aussi totale, qu'il en a lui-même été choqué. Rien d'étonnant car je pense que tu devrais partir à marquer la culture comme peu d'émissions de sketch comiques. Ce succès a déjà mené à 3 saisons et, selon Robinson, bien que la série ne soit pas encore officiellement renouvelée, une 4e saison est probable. Je ne m'en fais pas. Je ne m'inquiète pour rien de tout ça. Ironiquement, si Robinson avait tout de suite réussi sur SNL, rien de tout cela ne serait peut-être arrivé. Au cours du dernier demi-siècle, bon nombre des anciens membres les plus populaires et immédiatement couronnés de succès du SNL ont eu beaucoup moins de chances de s'éloigner de l'émission et de créer leur propre marque. L'échec de Robinson dans la distribution l'a amené à perfectionner ses talents d'auteur et d'interprète. Il s'est appuyé davantage sur sa propre sensibilité comique, ce qui lui a permis de se définir auprès du public selon ses propres termes. Totalement absurde. Promenade en bateau gratuite pour 3 personnes. Maintenant, qui devrais-je emmener? Keeve. Oui. Et T-Pain. C'était vraiment important. Grâce à la marche implacable du temps, les non-initiés voilant ce sketch et la chanson qui a suivi comme rien de spécial. Ils pourraient même ne pas le trouver si drôle que ça, mais le morceau I'm on a Boat de Lonely Island, comme le reste du répertoire du groupe, a sauvé le navire en perdition de SNL et l'a maintenu à flot dans des eaux culturelles turbulentes. Cela peut sembler audacieux de défendre un homme ayant mis son sexe dans une boîte, mais écoutez-nous. Messieurs, qu'avez-vous pour nous aujourd'hui ? En 1995, après 20 ans à l'antenne, Saturday Night Live faisait face à la possibilité d'être annulée. La saison 94-95 a été unanimement critiquée et reste considérée comme l'une des pires de l'histoire de l'émission. Si vous vous êtes infligé ne serait-ce qu'un épisode de la saison 20, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Eh bien, voilà. Je pense que c'est... Bob, qu'est-ce que je veux dire? NBC exigeait du changement. Au fil des saisons, le créateur de SNL, Lorne Michaels, a tenté de les satisfaire. Avec le budget en tête, il a réduit la distribution, changé de chef d'orchestre et de scénariste, essayant globalement de faire profil bas. Étonnamment, cela a fonctionné, du moins pendant un certain temps. En 2001, l'orientation générale de l'émission allait être modifiée pour les années à venir, après les événements du 11 septembre et les sujets politiques percutants devenant une question beaucoup plus sensible. La distribution privilégiait la culture pop et ne traitait l'actualité que très superficiellement si besoin. Ainsi, lorsque l'élection présidentielle de 2004 est arrivée, leur couverture édulcorée des 2 candidats a montré aux téléspectateurs, une bonne fois pour toutes, que SNL avait perdu de sa mordant. Maintenant, je ne sais pas combien de ces internets colportent ces rumeurs, mais elles sont, vous savez, tout simplement fausses. Sans volonté d'innover, l'émission de sketch, autrefois révolutionnaire, disparaissait de la culture. Elle n'était plus drôle ni pertinente. Alors que SNL était au plus faible, elle a aussi dû affronter une nouvelle menace pour son existence. Les débuts d'Internet prenaient de l'ampleur. Les téléspectateurs fidèles délaissèrent leur écran de télévision pour se concentrer sur leurs écrans d'ordinateur et une nouvelle forme d'humour y était en train de naître. L'attitude de ces espaces en ligne du début des années 2000 était délicieusement contradictoire. C'était à la fois sarcastique et sincère, expérimental et familier. Mais surtout, c'était vraiment idiot.
La plupart des gens ne comprenaient pas ce qui se passait sur ces forums de discussion et ces pages personnelles GeoCity. Mais toute une génération allait en être marquée. Et toute personne qui voulait faire partie du futur devait commencer dès le début. Akiva Scheffer, Jorma Taccone et Andy Samberg l'avaient bien compris. 3 jeunes diplômés à Los Angeles cherchaient à entrer dans l'industrie du divertissement. Ils ont créé un site web nommé Lonely Island, comme leur appartement qu'ils appelaient ainsi avec autodérision. Le site Lonely Island hébergeait les sketchs vidéo du trio et ces sketchs ont fini par attirer l'attention de Jimmy Fallon. Oui, Lonely Island n'a pas été immédiatement recruté par SNL. Lorne Michaels n'a découvert leur talent comique qu'après que Fallon les ait engagés comme scénaristes pour les MTV Movie Awards de 2005. Sors d'ici! Quoi? Maintenant. Viens. À l'origine, Sandberg était le seul à avoir été engagé dans l'émission en tant que membre du casting. Mais après que Michaels ait finalement regardé quelques vidéos du groupe, il a placé Scheffer et Cohn dans la salle des scénaristes. Et Lonely Island s'est officiellement reformé. Malheureusement, ils n'ont pas vraiment prospéré dans l'environnement plus traditionnel de SNL. La plupart de leurs sketchs n'ont jamais été diffusés. Leur sens de l'humour ne correspondait tout simplement pas au schéma établi de l'émission. Alors, Scheffer et Taccone sont retournés à ce qu'ils savaient faire de mieux. La vidéo en ligne, le tout premier court-métrage numérique préenregistré de SNL a été réalisé par Scheffer, écrit par Will Forte et mettait en vedette Forte et Samberg. Difficile à trouver aujourd'hui, il a pourtant été mis en ligne sur le site de NBC le 3 décembre 2005. Le court-métrage, intitulé Laitue, montrait Will Forte et Samberg assis sur un perron, parlant de la perte d'un ami commun tout en croquant dans des têtes entières de laitue. On vous a dit qu'Internet au départ, c'était idiot, non? Je ne sais pas quoi dire. Parfois, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. C'était un énorme changement de direction pour l'émission. Après tout, c'était Saturday Night Live et ses courts-métrages étaient préenregistrés et mis en ligne. À une époque où la vidéo sur Internet était encore nouvelle et considérée comme une forme de divertissement inférieure par la plupart du grand public, il est impossible de savoir combien de personnes ont regardé le court-métrage. Mais SNL a vu suffisamment de potentiel dans le concept pour aller de l'avant. Par hasard, un nouveau site de partage de vidéos est apparu sur le web 2 semaines plus tard. Et Lonely Island, férues de technologie, en ont profité. Ont publié leur prochain court-métrage SNL sur la plateforme montante seulement 2 jours après son lancement. Cette plateforme était YouTube et le court-métrage, leur chanson Lazy Sunday, écrite par les 3 membres de Lonely Island ainsi que Chris Parnell. Lazy Sunday a rencontré un succès immédiat et sans précédent en matière de vidéos virales, récoltant plus de 7 millions de vues en seulement quelques jours. La vidéo a attiré l'attention de la jeune génération d'une manière qu'aucun des sketchs plus traditionnels de SNL n'avait réussi à faire depuis des années. Elle a aussi attiré de nombreux utilisateurs sur YouTube, bien avant la généralisation des réseaux sociaux et du partage de liens. Ainsi, les deux ont grandi de façon symbiotique et fulgurante. Soudainement, SNL était de nouveau sur le radar de millions d'adolescents et d'étudiants. Et tout cela grâce à Lonely Island et à leur aisance. Dans l'univers singulier de la culture internet, les spectateurs n'attendaient pas une émission mordante ou très spirituelle. L'absurdité de ces courts-métrages faisait leur génie. Leur popularité et leur influence ont rapidement dépassé les limites du lecteur vidéo de YouTube. Et en 2000, Samberg, Taccone et toute une série de piliers du SNL ont joué dans le film Hot Rod, qui suivait un cascadeur amateur tentant de réunir des fonds pour l'opération du cœur de son beau-père. Échec au box-office, le film est devenu culte, avec l'humour absurde qui a fait la renommée de Lonely Island. Corbins. Bien sûr, le monde et Internet évoluaient rapidement. Et Lonely Island devait suivre le mouvement aussi. Se fourrer de la laitue dans la bouche ne suffisait plus à divertir les foules avides de contenu, alors le groupe a évolué, et ils sont devenus plus osés. À la fin des années 2000 et au début des années 2010, Lonely Island a sorti plusieurs chansons et clips vidéo grivois. Peut-être qu'aucune de ces chansons n'est plus célèbre que Dans une boîte de 2009 qui a remporté un Emmy Award en prime time pour la meilleure musique et paroles originales. Si vous n'avez pas entendu cette chanson récemment, souvenez-vous qu'elle contient une section détaillant comment mettre vos parties intimes dans cette boîte. Il y a 10 ans, une telle chose n'aurait jamais remporté un Emmy, mais Lonely Island l'a fait. Bien qu'ils aient officiellement pris leur retraite du SNL en 2012, ils sont restés présents dans l'air du temps. En 2016, ils ont sorti Popstar, un faux documentaire sur l'industrie musicale qui mettait en lumière toutes les meilleures caractéristiques de Lonely Island. Et ils sont revenus à SNL à plusieurs reprises au fil des années, pour redonner un coup de fraîcheur à l'émission. La plus récente de ces apparitions, au moment où j'écris ce script, remonte à novembre 2024, avec leur nouvelle chanson Here I Go, qui met en vedette Charli XCX, l'une des plus grandes pop stars du moment. Mais il y a quelque chose d'un peu étrange. Here I Go est aussi stupide, drôle et vulgaire que ce à quoi on pourrait s'attendre.
La chanson aborde même un sujet de société d'actualité d'une manière familière et satirique. Et pourtant, elle n'a pas réussi à décoller comme leurs morceaux précédents. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, Internet est un endroit bien plus vaste et complexe qu'il ne l'était dans les années 2000. Aujourd'hui, beaucoup passent plus de temps en ligne que hors ligne. Même si l'humour reste souvent contradictoire et absurde, notre manière de le consommer et d'y réagir a évolué. Lonely Island n'est plus composé d'un groupe de jeunes diplômés. Andy Samberg a 46 ans. Lui et le reste du groupe ne sont tout simplement plus aussi en phase avec la culture en ligne qu'ils l'étaient il y a 20 ans. Et le contenu qu'ils ont l'habitude de créer est, franchement, dépassé. Inclure une pop star célèbre comme Charlie ne résout pas le problème, mais cela ne change pas les faits. Lonely Island a grandement aidé à populariser l'humour d'Internet en rapprochant le grand public du web. Ils ont joué un rôle clé dans l'évolution de YouTube. Ils ont permis à SNL d'entrer dans l'ère numérique. Sans eux, il est difficile de savoir si l'émission existerait encore. Voici toi, voici Matt, voilà toi, voilà. C'est Saturday Night Live, et l'émission a la réputation d'être inégale. Quand SNL rate son coup, ce n'est pas toujours parce que la troupe passe une mauvaise soirée. L'écriture de Saturday Night Live s'organise principalement autour de l'animateur, qui collabore avec les scénaristes pour créer un contenu à son image. C'est génial quand quelqu'un comme John Mulaney ou un acteur à l'esprit comique comme Tom Hanks anime l'émission, mais quand l'animateur choisi n'a pas vraiment de talent comique, les choses deviennent un peu étranges. C'est exactement ce qui est arrivé en 1991 quand Steven Seagal a animé l'émission. J'espère que vous me pardonnerez d'être un peu sérieux, mais il est important pour moi de vous faire savoir qu'il y a bien plus chez Steven Seagal que les arts martiaux. Saturday Night Live est la série de sketchs humoristiques la plus ancienne des États-Unis. Elle a commencé en 1975 et a servi de tremplin à certains des humoristes les plus drôles du monde. Des noms légendaires comme Bill Murray, Eddie Murphy, Tina Fey, Kristen Wiig et Will Ferrell, parmi tant d'autres, ont tous commencé ici en faisant leurs preuves. En direct de New York. C'est Saturday Night. En 1991, Saturday Night Live était au sommet de son art. La distribution réunissait des talents et des légendes de la comédie. Chris Farley, Mike Myers, Chris Rock, Dana Carvey, Phil Hartman complétèrent la troupe. La salle des scénaristes comptait des noms comme Conan O'Brien, Bob Odenkirk et Robert Smigel. C'était une véritable renaissance pour l'émission, le public se rassemblant pour suivre les pitreries hilarantes et les personnages hauts en couleur de la troupe. Faire des copies de Stingster, Stingatola, Sting. Atteignant également le sommet de sa carrière, la star montante des films d'action Steven Seagal est actuellement en passe de rivaliser avec Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone au box-office. Avec des succès comme Marked for Death et Out for Justice, Saturday Night Live cherche sans cesse de nouvelles stars pour animer l'émission, ce qui augmente l'audience. Il recherche des personnalités célèbres, issues de presque tous les domaines imaginables. Tout cela fait partie de ce qui suscite l'intérêt du public et génère de l'audience pour l'émission. Des candidats politiques comme Al Gore et John McCain, des stars du sport comme Charles Barkley et Lance Armstrong, même des personnalités publiques comme Howard Cosell et Steve Forbes ont tous animé l'émission avec plus ou moins de succès. En 1991, Steven Seagal devenait rapidement une star du box-office. Il était donc logique que Saturday Night Live l'invite à animer l'émission. Cela s'est avéré être une erreur colossale. Eh bien, ta fille prend vraiment son temps. Quoi? Ça te dérange? Non, non. Dans Saturday Night Live, l'animateur participe activement à chaque étape créative. Les scénaristes soumettent sans cesse leurs sketchs dans l'espoir qu'ils soient retenus. Le processus est très compétitif, car certains scénaristes veulent devenir interprètes, ou au moins progresser en tant que scénariste de comédie. Le quota varie, mais en gros, chaque scénariste doit proposer des dizaines d'idées à l'animateur et à la distribution. L'animateur choisit les sketchs adaptés, qui sont ensuite diffusés dans l'émission. Dès lors, l'animateur collabore avec les scénaristes et la distribution jusqu'aux répétitions générales et à la diffusion. Parfois, ce processus créatif fonctionne très bien, et même les meilleurs animateurs de SNL semblent faire partie de la troupe. Steve Martin a animé l'émission si souvent que beaucoup ignorent qu'il n'a jamais été dans la distribution. Nous sommes deux gars sauvages et complètement fous. Beaucoup de célébrités ont tellement apprécié travailler sur SNL qu'elles ont créé des personnages récurrents et reçu des DVD Best of. Cependant, si un animateur ne comprend pas la comédie, l'émission peut sembler trop plate. Ou, lorsqu'ils ont un jeune animateur avec une trajectoire de carrière soigneusement planifiée, l'émission finit par jouer la carte de la sécurité. Ces épisodes paraissent parfois ennuyeux et moins dynamiques que d'autres.
celui avec Steven Seagal a été un désastre pour le processus créatif de Saturday Night Live. Du début à la fin, Steven Seagal a été un obstacle pour pratiquement toutes les personnes avec lesquelles il est entré en contact. L'une des principales raisons à cela, c'est que Steven Seagal n'avait même jamais vu un épisode de SNL avant d'arriver pour animer l'émission. Pendant le processus d'écriture, il proposait des idées extrêmement problématiques et insensées. David Spade a expliqué en interview que c'était la première fois que SNL songeait à remplacer l'animateur par une émission juste avec la distribution. Julia Sweeney a mentionné qu'une idée de Seagal concernait une survivante d'agression sexuelle agressée par son thérapeute. Tim Meadows a résumé le processus créatif avec Seagal. On ne peut pas expliquer quelque chose en allemand à quelqu'un qui ne parle pas allemand. Quand la personne pour qui tu écris du contenu ne peut pas comprendre ce que tu essayes de faire, tu dois simplifier les choses jusqu'à trouver quelque chose qu'elle peut réellement suivre. Dans le cas de Steven Seagal, la seule chose qu'il comprenait, c'était sa pseudo-personnalité de dur à cuire. Oh, tu crois que le tien est plus petit que le mien, c'est ça? Ce n'est pas juste. Jette-le. Et une pincée de violence soudaine, et cet épisode en est ce reflet direct. L'ouverture à froid met en scène Hans et Franz, interprétés respectivement par Dana Carvey et Kevin Nealon. Le sketch est un coup de maître, avec Steven Seagal qui joue face à leur obsession pour Arnold Schwarzenegger. Toutefois, contrairement à d'autres artistes à succès, Seagal a refusé de se moquer de lui-même. Bob Odenkirk a récemment raconté dans une interview avec Howard Stern qu'il avait exigé de battre Hans et Franz. Si le sketch devait être diffusé, il a dit « Si je le fais, je dois les battre ». Dana Carvey a dit qu'ils avaient dû interrompre la répétition car Steven Seagal était vexé de ne pas pouvoir battre Arnold Schwarzenegger dans la vraie vie. Son ouverture n'était pas vraiment un monologue. Il chantait Kung Fu Fighting de Carl Douglas, accompagné au chœur par Chris Rock et Tim Meadows. À partir de ce moment-là, chaque sketch implique Steven Seagal qui se prend beaucoup trop au sérieux, et presque tous comportent de la violence. Tout au long du processus, Steven Seagal se plaignait des blagues qu'il ne comprenait pas, et refusait toute participation à une satire de lui-même. Beaucoup de membres de la distribution ont dit que Steven Seagal n'avait tout simplement pas envie d'être là. Même des personnages adorés comme le Richmeister n'étaient pas à l'abri de l'assaut de Steven Seagal contre l'art comique. Au lieu de jouer le jeu selon le vrai principe du sketch, Steven Seagal commence soudainement à tabasser Rob Schneider et à le suspendre par la fenêtre, apparemment sans aucune raison. Le dernier sketch de cet épisode tristement célèbre de Saturday Night Live n'est même pas vraiment un sketch. C'est Steven Seagal se battant contre des cadres d'ExxonMobil, la plupart n'étant même pas joués par la distribution. SNL a engagé des cascadeurs pour que Steven Seagal se batte avec eux près de 7 minutes avant de crier. Voilà ce qui arrive quand on pollue la planète. Ce sketch n'a pas de scénario, seulement une étrange leçon d'écologie illustrée par de la folie et des projections de personnes à travers des tables. Un bon animateur du SNL aura au moins un certain degré d'autodérision, et saura encaisser les plaisanteries que Saturday Night Live lance. De nombreux animateurs se sont moqués d'eux-mêmes lors du monologue d'ouverture et d'autres ont créé des sketchs burlesques sur leur vie. Quand SNL a des animateurs comme ceux-là, le contenu montre leur envie de jouer avec la troupe et les épisodes sont très drôles. Certaines des scènes les plus drôles de SNL sont nées de la présence d'animateurs comme Peyton Manning ou Wayne Gretzky dans l'émission. Et ce sont deux noms qui sont à peu près aussi éloignés de la comédie qu'on puisse l'être. Au sommet, Saturday Night Live est une force incontournable lorsqu'animateurs, scénaristes et interprètes collaborent pour offrir le meilleur spectacle. Peu d'émissions de sketch rivalisent, mais les échecs de Saturday Night Live ne reposent pas seulement sur les interprètes et scénaristes. Le plus souvent, c'est à cause de la personne avec qui ces gens écrivent et jouent, qui soit ne parvient pas à saisir le matériel, soit n'est pas disposé à jouer le jeu. Alors, qu'est-ce qui arrive ensuite pour toi, Diceman? Tu as un film qui sort cet été? Non. La comédie est amusante à produire. Un dicton dans le sketch comique et l'impro dit « Si tu ne t'amuses pas, alors tu es un... » Bien sûr, la comédie est un travail éprouvant qui demande une concentration extrême, des nuits blanches et beaucoup d'efforts, mais au final, c'est très amusant à réaliser. Mais quand il y a quelqu'un qui n'est pas prêt à jouer le jeu, ça ne ressemble plus à du plaisir. On a l'impression que la comédie elle-même est condamnée avant même que le spectacle ne soit diffusé. Je ne veux plus que tu me parles de quoi que ce soit. Je ne veux plus que tu dises mon nom, tu m'entends? Tout est sans dessus dessous. C'est une histoire mignonne. Nous nous sommes rencontrés sur un golf en Écosse. Descends de la cabane. Que penses-tu de dimanche prochain? Applebrook, midi, départ pour le thé.
C'était un moment historique pour Saturday Night Live, mais pas positivement. Le 30 septembre 1995, Will Ferrell a débuté comme membre de la distribution de SNL. Il est devenu acteur principal et a profité de sa notoriété pour lancer sa carrière de star de cinéma. Comme beaucoup avant lui, alors, qu'y a-t-il de mal à cela? Eh bien, le 30 septembre 1995 a peut-être marqué le début de la carrière de Ferrell, mais cela a aussi signifié la fin d'une époque. C'était la dernière fois que Saturday Night Live a produit une star de cinéma. Je conduis avec la Dodge Stratus. Lorne Michaels a conçu Saturday Night Live pour NBC comme une émission de sketch humoristique, politiquement avisée et culturellement pertinente, abordant les enjeux de l'époque. Tout en résistant au temps, il avait besoin d'une solide équipe de comédiens. Lors de la première diffusion, le 11 octobre 1975, il avait trouvé ce qu'il cherchait. La distribution originale de SNL comprenait Chevy Chase, Dan Aykroyd, Garrett Morris, Gilda Radner, Jane Curtin, John Belushi et Lauren Newman. Ils ont été surnommés les « acteurs pas prêts pour le prime time » en réponse directe à leur concurrent Saturday Night Live avec Howard Cosell. Mais dans un retournement de situation hilarant, c'est notre chère distribution de SNL qui allait vraiment voler la vedette. Yolga, mon frère, il y aura certainement beaucoup d'actions ce soir dans notre groupe de célibataires. L'émission est vite devenue une référence culturelle américaine, ce qui a avantagé sa distribution. Après 2 ans, ils ont recruté une vedette de Howard Cosell en prime time quand Bill Murray a rejoint l'équipe. Il s'est avéré que Murray, Chase, Aykroyd et Belushi n'étaient pas seulement prêts pour le prime time, ils étaient aussi prêts pour le grand écran. Les 4 acteurs ont gravi les échelons en tant que premier rôle dans des comédies très appréciées tout au long de la fin des années 70, des années 80 et même jusque dans les années 90. Ces hommes ne faisaient pas que des films, ils redéfinissaient la comédie et devenaient d'immenses célébrités. John Belushi est décédé en 1982, tandis que les carrières de Chevy Chase, Dan Aykroyd et Bill Murray se sont stabilisées vers le milieu des années 1990. SNL était loin d'avoir fini de créer des stars de cinéma, même si la popularité de SNL elle-même a connu des hauts et des bas au fil des années. Son casting est resté populaire, en commençant par Animal House en 1978 et en terminant par Tonnerre, Sous les tropiques et Frangin malgré eux en 2008. Chaque année pendant 30 ans, au moins un film avec un membre du casting de SNL figurait parmi les meilleures ventes ou recevait de très bonnes critiques. Ouais, bébé! Et il n'y avait pas que les membres principaux du casting qui ont trouvé la célébrité grâce à SNL. Ceux qui sont apparus en tant qu'invités spéciaux, comme Steve Martin et Jim Carrey, sont devenus des valeurs sûres à Hollywood, ce qui signifie qu'encore aujourd'hui, les stars issues de l'émission continuent d'attirer les foules dans les salles de cinéma. Mais le mot-clé ici, c'est héritage, parce que cela fait des décennies que cette émission de sketch comique, autrefois culturellement pertinente, n'a plus vraiment contribué à la culture actuelle. Ça a vraiment été une pause, merci pour rien. Will Ferrell était le dernier des véritables stars de cinéma à être sorti de Saturday Night Live en 1995. Avec l'émission qui fêtera ses 50 ans en 2025, il est devenu encore plus clair à quel point les temps ont changé. Si vous regardez l'émission à travers le prisme de la nostalgie, vous pourriez être tenté de dire que c'est parce qu'elle n'a tout simplement pas été bonne ces 20 dernières années. Mais les choses sont un peu plus compliquées que ça. À l'âge d'or de l'émission, Universal Pictures a pris un risque avec Saturday Night Live en faisant quelque chose d'inédit. Ils ont accepté de financer un film inspiré d'un des sketchs emblématiques de l'émission, le groupe musical réel, les Blues Brothers. Le film est sorti en salle en 1980 et a rapporté 115 millions de dollars pour un budget de seulement 27 millions. Ce passage au grand écran a contribué à légitimer SNL en tant qu'institution du divertissement. Ils ne nous attraperont pas, on est en mission pour Dieu. Comme une marée montante soulève tous les bateaux, cela a aussi légitimé la carrière des membres de la distribution. Hélas, les autres incursions de SNL au cinéma n'ont pas eu autant de succès. Wayne's World 2992 fut un grand succès, mais la plupart des films tirés de l'émission n'ont pas couvert leur coup. Coneheads de 1993, It's Pat de 1994 et Ladies Man de 2000 se distinguent particulièrement dans ce domaine honteux. Heureusement, les acteurs n'étaient pas limités à jouer uniquement dans les films issus de SNL. Ils étaient libres de poursuivre d'autres projets, ce que beaucoup d'entre eux ont fait. Les grands noms de cette période dorée de 30 ans étaient infatigables pour faire rire le public et ont contribué à une renaissance du film comique. Dans certains cas, comme avec Adam Sandler, ils ont pratiquement créé leur propre sous-genre, entièrement basé sur leur nom et leur style comique unique. Cependant, l'âge de la renaissance de la comédie est bel et bien révolu.
Ce n'est pas un hasard si elle a commencé à s'essouffler au début des années 2000 et était pratiquement terminée au milieu des années 2010. C'est à ce moment-là que les studios de cinéma se sont éloignés des comédies à budget moyen et des concepts simples pour se concentrer sur des films à l'envergure beaucoup plus grande. C'est des conneries. Désolé, je ne veux pas dénigrer ta profession, mais c'est mon ressenti. Ils ont opté pour des projets risqués espérant de meilleurs retours. Iron Man et The Dark Knight sont sortis en 2008. Ils ont modifié les attentes du public, qui s'est alors tourné vers des films plus longs, sombres et spectaculaires pour le prix du billet. Même les comédies exigeaient des cascades complexes et des scènes d'action. Les acteurs du SNL qui avaient bâti leur carrière sur des films de vacances en famille, de simples parodies d'espionnage et des comédies plus traditionnelles, se sont retrouvés sans place dans une structure hollywoodienne qu'ils avaient eux-mêmes contribué à construire. Ces dernières années, nous nous sommes encore plus éloignés de ces racines. Les nouvelles sorties ne ressemblent plus aux comédies d'autrefois. Entre le 10 millième film Marvel, un film d'horreur sophistiqué ou une nouvelle entrée effrénée dans une franchise d'action établie. Ce changement dans l'industrie est encore prouvé par le fait que Saturday Night Live n'a pas sorti son propre film depuis MacGruber en 2010, qui a été un échec financier total. Et ce n'est pas le seul problème technique dans la chaîne de production de stars de cinéma du SNL. La naissance et la popularité d'Internet ont eu un impact significatif sur, tout. Reste loin d'Internet. Oui, c'est une bonne idée. Avant que les gens puissent créer leur propre présence en ligne très spécifique, l'Amérique fonctionnait essentiellement comme une monoculture, où à peu près tout le monde connaissait les mêmes célébrités et consommait les mêmes divertissements. De nos jours, il existe une infinité de niches sous-culturelles avec leur propre base de fans fermés. Et des centaines d'heures de contenu sont mises en ligne chaque seconde de la journée sur différentes plateformes. Il n'est plus garanti que vos collègues aient regardé la même série ou vu le même film que vous pendant le week-end. L'essor du streaming a rendu séries et films de prestige accessibles à la demande, pouvant être mis en pause et repris par le spectateur. Aujourd'hui, nous sommes inondés de divertissements de haute qualité et nous n'avons même plus besoin de mettre les pieds dans une salle de cinéma pour en profiter. Même les meilleurs et les plus populaires médias de la nouvelle ère numérique peuvent être rapidement consommés sur l'écran d'un téléphone. Tu penses avoir vu un film sur ton fichu téléphone. Soyons sérieux. Nos stars autrefois plus grandes que nature paraissent désormais petites, car la concurrence pour capter l'attention du public est trop forte. Cela ne signifie pas pour autant que Saturday Night Live est mort. Bien que beaucoup d'acteurs ne soient pas des stars de cinéma, ils ont construit une carrière solide comme scénaristes, producteurs, doubleurs et piliers de la télévision, à l'image de Tina Fey et Amy Poehler. D'autres, comme Andy Samberg, ont adopté le streaming et créé des films pensés pour la consommation en ligne. Et dans les saisons plus récentes de SNL, presque chaque membre de la distribution a un podcast ou une autre présence en ligne où leurs millions de fans peuvent aller les soutenir. Donc même si SNL n'est peut-être plus la fabrique de stars qu'elle était autrefois, elle n'est pas complètement tombée en disgrâce. En réalité, notre conception même de ce qu'est une star a changé au cours des 50 années depuis la première diffusion de l'émission, et l'approche de la célébrité par la distribution a forcément évolué en même temps. Ce changement est jugé positivement ou non selon chacun, mais il ne serait sans doute pas inutile de ressortir des comédies à budget moyen. Sérieusement, tu ne comprends pas, ce n'est pas à vendre. Oh non, tu ne comprends pas, garçon de la cantine, je veux cette gourde. Voici Adam Sandler, et parmi les anciens de Saturday Night Live, c'est l'un des membres les plus célèbres de tous les temps. Tu sais que la ville refait les trottoirs sur River Road? J'ai parlé des garde-corps en insinuant que Cheryl Teeth a une grosse poitrine. Le public a apprécié l'approche agressive et fantaisiste d'Adam Sandler dans la comédie de sketch, et certaines chansons créées durant cette période sont devenues des singles à succès. Cependant, Adam Sandler s'est vite retrouvé lanceur d'alerte durant l'une des périodes les plus turbulentes de l'histoire de l'émission. Bien que sa carrière semblait décoller après sa 5e saison, Adam Sandler a été renvoyé de SNL. L'embauche d'Adam Sandler par Saturday Night Live a été faite en grande partie à la demande de Dennis Miller, qui était à l'époque le présentateur principal du Weekend Update de Saturday Night Live. Il était également le scénariste en chef de l'émission. Sandler a eu quelques succès, jouant Smithy dans le Cosby Show et tenant le rôle principal dans le film à petit budget Going Overboard. Aux côtés de Billy Zane et Billy Bob Thornton, Sandler se consacrait alors au stand-up. Après qu'il ait joué à Los Angeles, Denny Miller a assisté à un de ses spectacles. Il a recommandé à Lorne Michaels d'engager Sandler comme scénariste. Dans l'univers de Saturday Night Live, plusieurs voix s'offrent aux comédiens souhaitant intégrer l'émission. Certains sont recrutés directement comme membres du casting. Il s'agit généralement de vétérans chevronnés issus des principaux théâtres de comédie du pays,
Cependant, certains artistes sont d'abord engagés comme scénaristes et finissent par devenir des membres en vedette. Sandler a intégré l'équipe, gravi les échelons pour devenir membre vedette et a vite créé un lien avec le public. Le public a visiblement apprécié la manière naturelle d'Adam Sandler de mêler agressivité et naïveté enfantine. En moins d'un an, il est devenu membre à part entière de la troupe. Sandler était une présence unique dans l'émission. L'humour des années 90 reposant surtout sur la narration. Il n'y avait vraiment aucun précédent pour l'absurdité enfantine d'Adam Sandler. Et c'est ainsi qu'Adam Sandler a réussi à se démarquer du reste de la troupe principale de l'émission. Tu l'as fait. Comment tu te sens ? Comme si je pouvais voler, monsieur. Ce style de comédie irrévérencieux peut diviser, et la variation des audiences s'explique aisément par les membres excentriques du casting. En 1995, Saturday Night Live a connu la plus forte baisse d'audience de l'histoire de l'émission. Ils ont estimé qu'il s'agissait d'une diminution d'environ 19% du nombre de téléspectateurs. Bien qu'une baisse d'audience soit normale pour SNL, une chute aussi forte nécessite une réaction immédiate des dirigeants de NBC. Cette réaction implique souvent le renouvellement des membres clés et interprètes lors de l'embauche de nouveaux artistes chez Saturday Night Live. Ils annoncent habituellement leur arrivée bruyamment sur tous les médias et les exhibent lors de conférences de presse, comme dans des concours hippiques. Ceci s'explique surtout parce que lancer une nouvelle distribution d'artistes attire facilement l'intérêt du public pour l'émission. Adam Sandler a affirmé publiquement que son licenciement venait du fait que les dirigeants de NBC n'appréciaient pas la distribution et voulaient orienter l'émission différemment, alors que NBC ne s'est jamais vraiment exprimé sur le sujet. Il est difficile de regarder ce qui s'est passé à Saturday Night Live en 1995 sans avoir l'impression qu'il y avait une sorte de vendetta personnelle contre la distribution et l'équipe. Adam Sandler et Chris Farley n'étaient pas les seules victimes de cette saison. Mike Myers a quitté l'émission en milieu de saison, sans doute pour se consacrer à sa carrière cinématographique après le succès de Wayne's World 1 et 2. Janine Garofilo a quitté l'émission après seulement 4 épisodes en tant que membre de la distribution, invoquant l'homophobie et le sexisme comme raison de son départ. Après l'échec de Stewart, sauve sa famille, au box-office, Al Franken a quitté l'émission pour la politique, et ce ne sont que les artistes partis pour des raisons définitives. L'année 1995 a également vu le renvoi et ou la démission des artistes suivants. Kevin Nealon, Ellen Clegorn, Michael McKean, Jay Moore, Chris Elliott, Morwenna Banks et Tim Meadows. Cependant, Tim Meadows verra son licenciement annulé et restera membre de la troupe pendant 7 saisons supplémentaires. Jamais dans toute l'histoire de SNL, un renouvellement d'une telle ampleur n'a eu lieu. Certains membres savaient que leur temps à SNL touchait à sa fin, d'autres ont été surpris par cette décision. Adam Sandler n'a pas appris son licenciement par les moyens traditionnels, mais plutôt lors d'une conversation gênante avec son agent. Lors d'une réunion, Adam Sandler exposait ses projets à son agent, y compris ce qu'il pensait faire dans l'émission. Et son agent lui a dit quelque chose comme « Et si tu ne revenais pas l'année prochaine ?» Adam Sandler a répondu qu'il avait encore du travail dans l'émission et qu'il n'avait pas fini. Il a dit à son agent qu'il allait y penser, son agent lui répondant « Je crois que tu y as déjà pensé ». Quand Saturday Night Live se sépare de ses artistes, l'émission s'explique rarement. Ils mettent fin aux choses rapidement et proprement, à l'abri derrière ce que l'on peut supposer être un accord de confidentialité en béton. Saturday Night Live était le seul boulot d'Adam Sandler à l'époque, donc il ne savait vraiment pas quoi faire de lui-même. Cependant, Saturday Night Live offre quelque chose, même aux artistes qu'il finit par licencier, bien que se faire renvoyer ait sans doute été douloureux. Cela a permis à Adam Sandler de devenir l'un des membres les plus réussis de la distribution. Son film Billy Madison a été largement critiqué, mais il a atteint un statut culte qui a permis à Adam Sandler d'obtenir un autre rôle principal avec Happy Gilmore, devenu un énorme succès. Après, la machine a continué pour Sandler. Il était temps. Il était temps. Je n'arrivais pas à mettre la balle dans le trou. The Wedding Singer et The Waterboy sont tous deux sortis en 1998, seulement 3 ans après que Sandler ait quitté Saturday Night Live. Et ils sont tous les deux devenus le film numéro 1 en Amérique. À ce jour, les films d'Adam Sandler ont rapporté plus de 3 milliards de dollars, faisant de lui l'ancien de Saturday Night Live le plus rentable au box-office, à l'exception de Robert Downey Jr. Je suis le meilleur. Incroyable, mais c'est plus que Steve Martin, Bill Murray, Will Ferrell ou Kristen Wiig. Sandler a aussi joué des rôles salués par la critique. Sa performance dans Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson lui a valu une nomination aux Golden Globes, et son rôle dans Uncut Gems lui a valu un Independent Spirit Award. Adam Sandler a évoqué tous ces sujets lors de son retour à l'animation de Saturday Night Live après 25 ans d'absence. Le 4 mai 2019, lors de l'émission, il a déclaré « J'ai été viré » dans son monologue d'ouverture.
Le renvoi d'Adam Sandler de Saturday Night Live a peut-être été un choc pour lui et ses fans en 1995, mais comme le dit le proverbe, parfois quand une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre. Adam Sandler a su transformer son licenciement en une carrière où il réalise les films qu'il aime et engage ses meilleurs amis pour travailler avec lui. Même si la qualité des films qu'il produit varie, il faut reconnaître ce qu'Adam Sandler a accompli pour lui-même. N'est-ce pas notre objectif à tous ? Faire ce qu'on aime avec ceux qu'on aime. Qui veut voir un double salto? Le chemin vers le SNL est une ascension difficile à travers divers terrains d'épreuves. Les artistes travaillent sans relâche pour créer personnages, sketchs et routines. Cela leur offrira une des rares places très prisées au sein de la troupe du SNL, qui représente souvent pour beaucoup leur but ultime. Être renvoyé de Saturday Night Live peut sembler la fin d'une carrière, mais ce n'est souvent pas le cas. Saturday Night Live a permis à Adam Sandler d'obtenir assez de reconnaissance pour qu'on lui accorde Billy Madison. Maintenant, vous êtes tous dans de très gros ennuis. Il n'a jamais cessé de se battre. Le licenciement d'Adam Sandler de Saturday Night Live illustre le chaos d'Hollywood. Vous pouviez toucher le fond en 1995, 3 ans plus tard. Vous pouvez devenir la vedette de 2 des films américains les plus populaires, vous imposant comme un nom connu de tous. Je suis l'homme le plus intelligent. Nous ne sommes pas dignes. Nous sommes en mission pour Dieu. Petite cloche à vache. En direct de New York, c'est Saturday Night. Saturday Night Live est célèbre pour avoir créé certains des personnages les plus drôles et emblématiques de tous les temps. Certains de ces personnages sont devenus tellement populaires qu'ils ont fini par avoir leur propre film long métrage. On avait parfois l'impression que c'était une étape vers le succès pour ces artistes. Projection. Cela fait plus de 10 ans qu'aucun personnage marquant n'est vraiment sorti du SNL. Saturday Night Live est la plus ancienne émission de sketch humoristique télévisée produite par Lorne Michaels. SNL a débuté en 1975 recrutant des talents majeurs de la comédie en direct et les diffusant en première partie de soirée sur NBC, remplaçant les rediffusions de l'émission de Johnny Carson. Depuis, elle est un pilier pour les nouveaux talents comiques, leur offrant de se produire avec les plus grandes stars du cinéma, de la télévision et de la musique. Depuis sa création, Saturday Night Live mise sur des sketchs à concept élevé, mettant en avant la capacité de ses interprètes à se transformer en caricature pour porter l'humour pendant les 90 minutes de l'émission. C'est le bruit qu'un chien fait. Monsieur Connery. Mais... Saturday Night Live a utilisé des personnages pour fidéliser son public chaque semaine. Ils ont d'abord eu un grand succès auprès des téléspectateurs. Les gens regardaient chaque semaine pour voir s'ils auraient un nouvel épisode de leur sketch préféré. Au début, nous avions les gars fous et déjantés, Irving Mayway, Rosanna Dana et le chanteur de lounge. Peu à peu, ces personnages devenaient des noms familiers. Les gens citaient des répliques de Saturday Night Live au bureau, un peu comme votre oncle le moins apprécié fait son imitation de Borat. Respect, il est sympa. Le personnage était vraiment roi au 30 Rockefeller Plaza à New York. Et année après année, une liste sans cesse renouvelée de comédiens montrait leur talent pour créer de nouveaux personnages hilarants afin de faire rire le public. Lorsqu'un personnage plaisait au public à la maison, il semblait être ajouté à une rotation continue de sketchs qui revenaient très fréquemment. Et je peux voir la Russie depuis chez moi. Les premiers personnages à revenir dans Saturday Night Live étaient les Killer Bees en 1975, menés par John Belushi et divers membres de la troupe. Ces personnages n'étaient jamais censés revenir. En fait, NBC voulait les supprimer après leur apparition dans le tout premier épisode de Saturday Night Live. Selon Lorne Michaels, la seule remarque de NBC pour l'épisode pilote de SNL était « supprimer les abeilles ». NBC et Lorne Michaels avaient une relation tendue concernant l'émission, car la chaîne contestait chaque décision prise pendant la production. La remarque « supprimer les abeilles » a agacé Lorne Michaels, qui a donc gardé les abeilles dans l'émission pour montrer à la chaîne qui dirigeait vraiment le programme. À partir de ce moment-là, lentement mais sûrement, de plus en plus de personnages ont commencé à revenir semaine après semaine. Nick, le chanteur de cabaret, interprété par Bill Murray, chantait des chansons sur Star Wars au public, tandis que Rosanna Dana de Gilda Radner offrait des points de vue très new-yorkais sur l'actualité. Et le 22 avril 1978, John Belushi et Dan Aykroyd ont présenté pour la première fois 2 personnages qui allaient finir par devenir les héros du tout premier film inspiré de personnages du SNL, les Blues Brothers. Vous êtes la police ?
Non, madame, nous sommes musiciens. À cette époque, John Belushi était déjà devenu une grande star grâce à son rôle dans le film de 1978 Animal House. Donc, donner le feu vert à un film avec lui au centre était vraiment une évidence. John Belushi et le réalisateur d'Animal House, John Landis, voulaient faire un film Blues Brothers, mais il n'y avait pas de scénario. Alors Dan Aykroyd, qui à ce moment-là n'avait jamais écrit de scénario auparavant, a rédigé 324 pages d'histoire et les a remises à Universal Pictures, qui a ensuite chargé John Landis de monter le script pour en faire quelque chose d'utilisable. Les Blues Brothers ont fini par devenir un succès colossal, générant plus de 57 millions de dollars au box-office en 1980. Le succès des Blues Brothers a ouvert tout un champ de possibilités dans l'univers de Saturday Night Live. Cela semblait entraîner un changement de focalisation dans les sketchs produits par l'émission. SNL a commencé à s'éloigner des pitreries purement loufoques et déjantées pour aller vers la création de quelque chose de mémorable. L'arrivée d'Eddie Murphy en 1980 a apporté des personnages comme Velvet Jones et Gumby, mais ensuite l'émission a traversé une période creuse. Personne ne se démarquait vraiment à l'écran pour capter notre attention. Même le personnage de Robert Downey Jr., Sweet Case Boy, n'a pas réussi à retenir l'attention des téléspectateurs très longtemps. Je sais pourquoi les baleines s'échouent, Spider-Man me l'a dit. Tout cela a commencé à changer à la fin des années 80, début des années 90, lorsque SNL a fait venir une nouvelle génération d'artistes dans l'espoir de ramener le public devant l'émission du samedi soir. Beaucoup de membres de cette génération de la troupe allaient devenir des stars. Phil Hartman, Chris Farley, Adam Sandler et David Spade, entre autres, ont réussi à passer à des projets couronnés de succès après leur période de gloire à SNL. Cependant, aucun de ces artistes n'atteindrait les sommets atteints par Mike Myers et Dana Carvey. Avec deux personnages originaux qui allaient capturer la voix de la génération X, dans un vestige presque parfait de la culture rock, avec Wayne Campbell et Garth Algar. Wayne's World a été le deuxième film approuvé par SNL, et il a explosé en popularité. Le film a fini par rapporter plus de 121 millions de dollars et a poussé Lorne Michaels à chercher à générer un succès similaire au box-office avec certains des autres personnages de SNL. Le prochain film à succès issu de SNL a servi de tremplin à l'un des personnages les plus populaires de Julia Sweeney, avec la sortie de Ses pattes en 1994. Le bon vieux pâte androgyne. Ce film a été un désastre complet et total au box-office. Et à ce jour, Ses pattes n'a généré qu'une maigre recette de 60 000 $. Après cela, Lorne Michaels a produit un film mettant en scène des personnages radioactifs des années 70. Sorti en 1992, Les Têtes de Cône, avec Dan Aykroyd et Jane Curtin, n'a pas non plus rencontré un grand succès au box-office. Wayne's World 2 de 1994 n'a pas réussi à faire ce que son prédécesseur avait accompli et a fini par faire un flop. Bien que le film soit indéniablement hilarant, il a semblé un peu trop absurde et a donné l'impression de trop forcer pour surfer sur le succès du film original. Il a tout de même rencontré un certain succès, mais il n'a jamais eu l'impact de Wayne's World. Stewart sauve sa famille, Dal Franken a échoué, Une nuit au Roxbury a échoué, Superstar a échoué. SNL a ensuite tenté de recréer le succès des Blues Brothers avec la sortie de The Blues Brothers 2000, mais sans l'interprétation de Jake Blues par John Belushi. Ce film a également échoué, The Ladies Man a échoué, et malgré un certain succès culte après sa sortie en vidéo, MacGruber a d'abord échoué. C'était en 2010 et il n'y a pas vraiment eu de film SNL sorti depuis. Avec le temps, l'ambiance de Saturday Night Live a complètement changé. L'émission, qui était autrefois une plateforme apparemment modeste mettant en avant des artistes incroyables et autrement inconnus, a commencé à paraître vraiment clinquante et glamour. Dans les années 2010, Saturday Night Live s'est progressivement éloigné des sketchs centrés sur les personnages pour privilégier l'humour reposant sur le concept. SNL a progressivement modifié son contenu pour provoquer des rires en un temps extrêmement court. Les sketchs modernes de SNL durent généralement environ 3 ou 4 minutes. Ce temps est insuffisant pour présenter ou développer des personnages drôles et vivants. Les personnages présents aujourd'hui dans l'émission sont surtout des interventions monotones du Weekend Update, répétant la même blague plusieurs fois avant de finir brusquement. C'est la saison de football, donc pour réussir ton rendez-vous, accroche-toi, d'accord. Bien sûr, il y a eu des exceptions. Le personnage de rencontre rapproché de Kate McKinnon revient parfois. Et les stars du porno de Vanessa Bayer et Cicely Strong ont aussi eu du succès. Mais même ainsi, ces personnages n'apparaissent que 3 ou 4 fois. On est loin de la fréquence à laquelle SNL proposait des personnages les années précédentes. Au lieu de créer des personnages captivants que le public attendrait chaque semaine, ils ont dû créer des sketchs plus courts et clairs pour espérer lancer la prochaine sensation virale sur Internet. L'embauche de groupes comiques comme The Lonely Island, Good Neighbor et Please Don't Destroy
est révélatrice de ce virage vers la création de contenu destiné à un public en ligne. L'objectif n'est plus de créer un film à succès centré sur une exploration approfondie d'un personnage comique. À la place, il y a eu un virage vers la création de plusieurs vidéos virales, chaque semaine, dans l'espoir d'attirer un public. Des répliques marquantes du Weekend Update au show des invités musicaux. On ne peut s'empêcher de se demander ce que l'on pourrait manquer en refusant de ralentir et d'explorer un peu avant de passer à la prochaine chose. Je n'aurais jamais cru que ce serait ma vie, tu comprends? Regarde-moi, quand j'ai commencé ici, j'étais juste un gamin maigre dont personne ne connaissait l'origine. Ce n'est pas souvent dans la vie qu'on rencontre quelqu'un qui veut activement perdre son emploi. C'est d'autant plus vrai quand cet emploi réalise un rêve de vie et garantit presque richesse et célébrité. Pourtant, même si cela semble improbable, cela arrive. Prenez par exemple Pete Davidson, un humoriste et acteur qui a atteint le sommet de sa profession, la diffusion de Saturday Night Live sur NBC. Après une saison, il a demandé à Lorne Michaels d'être renvoyé. Alors, tu pars officiellement? Ouais, mec, Lorraine m'a donné une chaussette par erreur, donc je suis libre. Pete Davidson était né à Staten Island, New York, le 16 novembre 1993, et son premier contact avec le show business a eu lieu à l'âge de 16 ans. Des amis, sachant qu'il rêvait d'être humoriste, l'ont encouragé à jouer lors d'une soirée micro ouvert dans un bowling local. Il est apparu pour la première fois à la télévision en 2013 dans la série comique de MTV, Philosophy. La même année, il a présenté sa première routine de stand-up télévisée dans Gotham Comedy Live sur Comedy Central. Ce début précoce a permis à Davidson d'être un humoriste confirmé à 20 ans, ce qui l'a mené à jouer dans des séries populaires comme Brooklyn Nine-Nine, et un petit rôle dans la comédie de Judd Apatow, Trainwreck, en 2014. C'est sur ce plateau que Davidson a retenu l'attention de Bill Hader, star du SNL, qu'il a recommandé à Lorne Michaels pour rejoindre la distribution de Saturday Night Live. Davidson a auditionné avec son stand-up et a tellement impressionné les producteurs que Michaels a aussitôt appelé Hader pour lui annoncer sa sélection. Les jeunes de 20 ans font l'amour comme Green Day, toujours pareil, environ 1 minute 52. Donc, le 27 septembre 2014, à seulement 20 ans, Pete Davidson a fait ses débuts sur la scène du studio 8TH, devenant ainsi le premier membre du casting de SNL à être né dans les années 90. Le premier épisode de Davidson a inauguré la 40e saison de cette émission emblématique, marquant une période de transition. Les producteurs visaient à attirer un public plus jeune, et l'embauche de Davidson y contribuait. Lors de sa première apparition dans Weekend Update, Michael Sheen le présente avec humour comme notre jeune résident. Mais malgré sa jeunesse et le temps d'antenne assez limité qu'il a eu lors de sa première saison, Davidson a tout de même réussi à marquer les fans de l'émission. Cette première apparition dans Weekend Update, par exemple, montrait Davidson intervenant en tant que commentateur sur une histoire concernant un adolescent qui s'était pris en photo en train de commettre des actes sexuels sur une statue de Jésus. Le commentaire qui a suivi était tellement mémorable, Entertainment Weekly a reconnu Davidson comme le nouveau membre du casting le plus marquant dès ses débuts. Le critique, pour être tout à fait honnête, n'était pas entièrement à l'aise avec ce sketch, mais il a tout de même noté que, quoi qu'il en soit, cela montrait que l'humoriste savait capter l'attention du public avec une grande facilité. Si tu ne fais pas une fellation à un mec pour $1 million, c'est que tu ne tiens clairement pas à ta famille. Quelques mois plus tard, il est apparu dans le sketch Évasion de l'île de la jungle, une parodie d'Indiana Jones avec Davidson et The Rock en aventurier, qui doivent aspirer le poison de l'autre, sous le regard envieux de l'exploratrice de Kate McKinnon. Ce sketch est sans doute devenu le plus populaire de Davidson. Dès sa première saison, son avenir à SNL paraissait prometteur, du moins en apparence. Tu as un enfant? Quoi? Non, je suis vierge. Pourquoi tu as un sac à langer? Mais en coulisses, Davidson lui-même ressentait les choses très différemment quant à la façon dont cette première saison se déroulait, en fait, selon ses propres mots. Après ma première année, j'ai même demandé à voir Lorne. J'ai dit « S'il te plaît, vire-moi ». Dans le documentaire Peacock SNL 50, au-delà de Saturday Night Live, Davidson raconte avoir dit au célèbre producteur « Je n'ai pas ma place ici. Tout le monde ici est très talentueux, mais ne veut pas être mon ami ». Si cela paraît enfantin, Davidson finira aussi par le ressentir en évoquant cette plainte. J'étais un enfant, je me disais « personne ne veut être mon ami ». Mais en réalité, ces sentiments n'étaient pas si inhabituels pour un nouveau membre du casting de SNL, loin de là. Si vous avez vu notre vidéo sur la réalité de rejoindre Saturday Night Live, alors vous savez déjà que le processus d'audition est, brutal. Mais comme nous l'avons également évoqué dans cette vidéo, l'audition n'est vraiment que le début. Après avoir intégré l'émission, une nouvelle compétition débute pour diffuser son matériel aussi difficile, voire plus, que l'audition. Amy Poehler explique dans ce documentaire qu'on doit chaque semaine refaire ses preuves. Des sketchs sont coupés, des blagues ne passent pas. Oui,
SNL a bien une équipe d'auteurs dédiée, mais selon Sherry O'Terry, cette équipe n'écrit pas forcément du matériel pour chaque membre du casting. Donc les interprètes doivent être capables de le faire eux-mêmes s'ils veulent passer à l'antenne. Et personne ne va leur dire comment s'y prendre non plus. En fait, même David Spade, qui a littéralement été engagé comme auteur plutôt que comme interprète, ne savait pas vraiment comment écrire un sketch comique quand il a commencé là-bas. Bien sûr, déterminer ce qui est vraiment drôle peut en soi être assez stressant. Davidson, par exemple, se rappelle le sketch Farewell Mr. Bunting, un succès lors de la 2e saison, mais qui avait été sans humour lors de la lecture à table. Ajoutez à cela un rythme effréné et la pression de créer sans cesse, ce qui suffit à ébranler la confiance de presque tous. Who? Ce produit pour les articulations est incroyable. Par exemple, Future, tu peux laisser la star Tim Robinson, qui a été tellement dépassé qu'il est passé du casting à la salle des scénaristes. Après une seule saison, c'était un cas radical. Mais la pression a aussi touché certains des interprètes les plus emblématiques de SNL. Prenez Jason Sudeikis, qui après 2 sketchs très populaires lors de ses 2 premières semaines, n'en a pas eu d'autres diffusés pendant des mois. Les choses sont devenues si dures qu'il a appelé sa famille pour dire qu'il pensait quitter SNL et retourner à Second City. Bill Hader, superstar de SNL, se souvenait de ses 4 premières années, disant « Je vais me faire virer à tout moment ». Son anxiété face à ses performances est devenue très forte. Michaels a dû le prendre à part pendant une répétition et littéralement lui assurer que son poste était en sécurité et qu'il pouvait se détendre. Il en allait de même pour Tracy Morgan, future star de 30 Rock, qui avait aussi besoin d'être rassurée par Michaels après avoir douté de son humour. Bowen Yang partageait ses inquiétudes, comme Bobby Moynihan qui, comme Davidson, pensait que tous dans l'émission le détestaient et qu'il risquait d'être renvoyé à tout moment. Jay Pharoah a été tellement bouleversé par la nature impitoyable du processus de production, dira-t-il plus tard. Au début, j'avais une confiance aveugle, mais ensuite, les sketchs ont commencé à être retirés et tout a commencé à changer. Selon Beck Bennett, pendant mes 2 premières années, j'étais si stressé que je n'arrivais pas à me détendre ni à réfléchir sereinement. J'étais constamment en mode survie. Il existe de nombreux exemples similaires, mais comme l'a dit Beck Bennett, tenir bon et survivre aux premières années semble essentiel. Ce n'est pas seulement notre avis ou celui de Beck Bennett, mais aussi celui de Lorne Michaels. Quand Davidson a demandé à être renvoyé, Michaels lui a répondu « On ne comprend vraiment comment ça marche qu'après 3 ou 4 ans, donc ça va être nul jusque-là ». D'après Davidson, Michaels avait raison et Davidson a persisté. Comme l'avait prédit le showrunner, il s'est ressaisi après quelques années et est devenu l'un des membres les plus emblématiques de sa génération. Amos Hammer, j'ai trouvé un écureuil mort dans ta piscine. Il a quitté l'émission définitivement en 2022 et a aussi joué dans des films comme The King of Staten Island de Judd Apatow. Et depuis son départ du SNL, il a créé et joué dans la série Peacock de 2023 Bob Kiss. Il vient de partir et comme son émission, il a eu un grand succès. C'est dingue. Tu as Joe Pesci et Eddie Fell, mais toujours pas de téléspectateurs. Il a fait des apparitions dans des films comme Dumb Money en 2023 et Riff Raff en 2024 et il a sorti le spectacle de stand-up Pete Davidson, Turbo Fonzarelli en 2024. Et on ne mentionnera pas toute l'affaire avec les Kardashians. Mais rien de cela ne serait arrivé s'il n'était pas resté à Saturday Night Live. Au final, les premières années en tant que membre du casting de SNL sont sans aucun doute difficiles. Comme le dit Beck Bennett, qui n'a commencé à être à l'aise qu'à sa 3e ou 4e année, toute cette expérience change ta perspective. Jason Sudeikis approuve. Cette émission t'apprend que c'est un marathon, pas un sprint. Pete Davidson ne pensait pas être mal aimé dans l'émission et considère aujourd'hui le studio 8H comme le lieu où il a grandi. Il dit « J'étais comme un gamin en arrivant. J'en serai toujours fier, reconnaissant, et cela me manquera. » Eh bien, quel coup de chance! Vous marchez dans la rue, croisez la personne de vos rêves, quelqu'un vous donne 40 000 $ et vous vivez le meilleur moment de votre vie. C'est Charles Rocket. Et en 1980, il était censé être le visage de ce que NBC présentait comme Saturday Night Live, la nouvelle génération. À l'époque, la série de sketchs comiques emblématiques entrait en 6e saison, devant pour la première fois se reconstruire entièrement. Devant et derrière les caméras, comment cela s'est-il passé? Eh bien, pour faire court, Saturday Night Live a failli disparaître. NBC's Saturday Night, l'émission qui deviendrait Saturday Night Live vers la fin de sa 2e saison, a débuté en 1975. Appelé Not Ready for Primetime Players, le casting original incluait Dan Aykroyd, John Belushi, Chevy Chase, Jane Curtin, Garrett Morris, Lauren Newman et Gilda Radner. Sous la direction du créateur et showrunner Lorne Michaels, SNL s'est fait connaître pour son esprit contre-culturel et ses limites repoussées à la télévision.
Mais en gagnant en popularité, le casting aussi est devenu célèbre. Voici ta soupe de pois. On peut être amis maintenant, non? C'est ça. Qu'est-ce que tu en dis? Va te faire voir. Chevy Chase, animateur du célèbre Weekend Update, est rapidement devenu une star et a quitté l'émission après une saison. Pas de problème. Lors de la 4e saison, Dan Aykroyd et John Belushi seraient les prochains membres importants de la distribution à partir. Ils seraient remplacés par une vague de nouveaux visages. Cela comprenait notamment Peter Aykroyd, frère de Dan Aykroyd, Brian Doyle Murray, frère de Bill Murray, et Harry Shearer, futur doubleur des Simpsons. Bien qu'il soit amusant d'y penser alors que la série approche de sa 50e saison, selon Lorne Michaels, beaucoup pensaient que les jours de SNL étaient comptés. À la fin de la 5e saison, il espérait prendre l'été de congé, plus 1 ou 2 mois pour recharger ses batteries créatives, et donner à NBC News l'occasion de couvrir l'élection présidentielle de 1980 ainsi que la case horaire de SNL. Mais à un moment, l'envie de saisir de nouvelles opportunités dans la production télévisuelle et cinématographique s'est imposée. Il a alors envisagé de quitter définitivement SNL. N'ayant pas encore décidé de son avenir dans l'émission, Michaels a suggéré à Fred Silverman, président de NBC, de chercher un remplaçant. Michaels a même recommandé un candidat idéal pour le poste, qui serait certain de maintenir la qualité et le ton de la série. Le scénariste-interprète de SNL, Al Franken. Michaels a organisé une rencontre entre Silverman et Franken un lundi de mai 1983. Si cette rencontre avait eu lieu, nous aurions sûrement une opinion sur l'ère Franken de SNL. Mais à cause d'une nuit tardive, Silverman a repoussé la réunion d'1 semaine. Ce week-end-là, par malchance, Franken est apparu dans l'émission dans un sketch où il se moquait de Silverman, le traitant de ringard se promenant en limousine tandis que lui devait héler des taxis. Pourquoi? Parce que Silverman est ringard. Mais il a droit à une limousine. J'appelle ça une limo pour les ringards. Selon Michaels, Silverman a terminé le sketch par une attaque contre lui pour avoir annulé la réunion, puis, furieux, a annulé la réunion reprogrammée avec Franken. Michaels, très désabusé par l'expérience, a décidé de quitter l'émission, pensant que ce serait définitif. NBC, sans l'apport du créateur parti, a nommé Jane Domanian nouveau producteur exécutif de Saturday Night Live. Domanian était productrice associée de SNL et maîtrisait les coulisses de la production. Cependant, elle n'était pas scénariste, avec seulement un crédit d'écriture. Michaels qualifiera plus tard ce choix d'intéressant avec bienveillance. Pour lui, SNL était axé sur les scénaristes. Il avait déjà travaillé comme auteur de comédie avant et pendant son passage dans l'émission. Il pensait qu'il fallait être scénariste pour juger si les blagues et sketchs étaient drôles. Domanian était en place, avec les autres comédiens pas prêts pour le prime time et les membres de la saison 5 quittant en même temps que Michaels. Domanian a dû rapidement constituer une toute nouvelle équipe de talents, laissant passer de futures stars comme Jim Carrey, Paul Rubens et John Goodman. La nouvelle showrunneuse a choisi Denny Dillon, Gilbert Godfrey, Gail Mathias, Joe Piscopo, Risley et le déjà mentionné Charles Rocket. À une époque où les castings entièrement blancs étaient encore malheureusement la norme, Domanian tenait aussi à inclure au moins un seul humoriste noir. Ce poste a failli être attribué à un humoriste du nom de Charlie Barnett, ou selon certains, à un jeune Robert Townsend. Mais le coordinateur des talents, Neil Levy, recevait des appels d'un humoriste inconnu de Roosevelt, Long Island, Eddie Murphy. Ils sortent dans la rue et disent « Salut, comment ça va? Je m'appelle Ed. Et toi? Oh, moi c'est Buckwheat, mec. Ravi de te rencontrer. » Il s'appelle Buckwheat, c'est bien ça? Murphy a réussi à se faire engager dans l'émission et il a rapidement été promu au casting principal. Le casting n'était que la moitié du problème de Domanian. Tous les scénaristes, sauf un, sont partis avec Michaels. La nouvelle équipe d'écriture était menée par Mason Williams, ex-scénariste du Smothers Brothers Comedy Hour. En raison de divergences créatives avec Domanian, il est parti après 6 épisodes, remplacé par Jeremy Stevens et Tom Moore, auteurs pour la parodie Fernwood Tonight. Eux aussi sont partis, transformant la salle des scénaristes en porte tournante. Cela aurait pu passer si la nouvelle émission avait été réussie, mais ce fut un échec dès le début. Cette période de l'émission serait critiquée pour son usage excessif de l'humour sexuel et racial, et tout simplement pour son manque d'humour, parfois de façon très marquée. Ce n'est pas que des rires, vous saurez aussi gérer une mignonnerie excessive. Oh. La production était tout aussi chaotique en coulisses. Un épisode mal planifié s'est avéré trop court et l'émission a dû compter sur Murphy qui a improvisé une partie de son stand-up pour remplir le temps. Il y a aussi eu la curieuse décision de remplacer brièvement la populaire chronique Weekend Update par la parodie en 3 segments Saturday Night Newsline. À l'exception du travail réalisé par Murphy et Piscopo, le nouveau SNL était un désastre et l'émission a perdu énormément d'audience, perdant 30% de ses téléspectateurs. Puis, le 21 février 1981, Rocket a lâché un juron en direct à l'antenne. Charlie, comment te sens-tu après avoir été blessé?
C'est la première fois qu'on me tire dessus. Je veux savoir qui l'a fait. Malgré la réputation tapageuse de SNL, la mauvaise publicité qui en a résulté a été en quelque sorte la goutte d'eau pour NBC, et Domanian a été renvoyé après un épisode de plus. Dick Ebersol, cadre de NBC, fut rapidement nommé pour la remplacer. Il faisait partie des dirigeants ayant initialement approché Michaels pour créer SNL. Ebersol a longtemps été crédité pour son rôle dans l'émission, mais Franken réfuta cette idée à son retour dans la série. Lors du Weekend Update du 11 avril 1981, il a accusé Ebersol de s'attribuer le mérite. Quoi qu'il en soit, Ebersol a aussitôt renvoyé la majorité de la distribution. Puis, à la fin de la saison, il renvoya tous ceux qui restaient, à l'exception de Murphy et Piscapo. Et cette fin est arrivée plus tôt que prévu, grâce à une grève des scénaristes qui a écourté la saison après son 13e épisode. Fait intéressant. Si le 14e épisode avait eu lieu, Al Franken l'aurait présenté. Ebersol continuerait de diriger l'émission jusqu'en 1985 et ses distributions comprenaient quelques futures stars comme Julia Louis-Dreyfus et Jim Belushi. Et sa dernière année. Il a ajouté des visages connus comme Billy Crystal, Christopher Guest, Rich Hall, Martin Short et Harry Shearer, mais la plupart des distributions d'Ebersol ont été oubliées. Et lorsque la série est arrivée à la fin de sa 10e saison, NBC avait perdu confiance dans la production et a annulé SNL. La décision n'a duré que peu, et la chaîne a voulu retenter l'expérience à condition que Lorne Michaels revienne comme producteur. Il a accepté. Et la 11e saison marquait le 3e renouveau de SNL. La nouvelle distribution comprenait des noms comme Robert Downey Jr., Joan Cusack, Anthony Michael Hall, John Lovitz, Dennis Miller et Nora Dunn. C'est une brochette de talents impressionnante, mais égaler le succès des Not Ready for Primetime Players reste difficile. Même pour Lorne Michaels, le public n'a pas adhéré à la nouvelle distribution, et NBC a menacé d'annuler SNL. C'est uniquement grâce à une demande personnelle de Lorne Michaels auprès du directeur Brandon Tardikoff que l'émission a pu continuer après sa finale de saison en 1986. La saison suivante, la plupart des nouveaux membres ont été remplacés par des stars emblématiques de SNL comme Dana Carvey, Phil Hartman et Victoria Jackson. Cette version de l'émission a été un succès, marquant le moment où la série est devenue l'institution télévisuelle en évolution que nous connaissons aujourd'hui. L'ironie, c'est que à la fin de la saison 5, Lorne Michaels voulait juste une pause. De toute façon, une grève du syndicat des acteurs aurait retardé la saison. S'il avait pris des vacances puis était revenu, rien ne serait arrivé. La distribution aurait peut-être duré, et l'émission continuait quelques saisons de plus. Et peut-être que Michaels l'aurait relancé, mais peut-être aussi qu'il serait passé à d'autres opportunités de toute façon. On peut soutenir que, même si la nouvelle génération de Saturday Night Live s'est avérée être un désastre, l'idée que l'émission pouvait renaître sans cesse n'aurait peut-être jamais vu le jour si les ères Domanian et Everso n'avaient jamais existé. Cette capacité à toujours rester nouveau et frais est devenue l'un des principaux atouts de l'émission.